Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire la vidéo correction de TD de physique. Euh, c'est le premier TD, donc c'est le TD du MRU. Et puis, avançons avec le corrigé. D'abord, un petit rappel du MRU. Ici, on peut très clairement voir que la vitesse évolue de manière constante. La vitesse reste constante, on a une accélération nulle, ce qui est défini ici. Et puis normalement, dans un mouvement rectiligne uniforme, nous avons une somme de force et une somme de torque qui est nulle. Dans le mouvement rectiligne uniformément accéléré, on voit la même chose, mais avec l'accélération qui est constante. Donc la vitesse évolue de manière constante, mais la position évolue de manière parabolique. Et puis, petit aparté, je suis libre sur des MRE avec A égale moins G ou G dépendant du référentiel. Avec ça, nous avons un petit exemple ici. Verticalement, euh, horizontalement, on a deux mouvements séparés que on va étudier ici. Quand ce bateau va tirer la boule depuis le canon, verticalement, on va subir un MRUA avec une force gravitationnelle qui va faire une accélération vers le bas, une accélération constante parce que la gravitation reste constante. Horizontalement, on aurait MRU parce qu'on estime qu'il n'y a pas de frottement. Donc, horizontalement, il n'y a rien qui interfère avec le mouvement. Et puis, en plus de ça, quelques détails. La vitesse initiale du canon, de la boule du canon, c'est 50 mètres par seconde avec une hauteur de 10 mètres. Donc, imaginons, je vais calculer à quelle distance sur l'axe des X, donc est-ce que la boule va tomber dans l'eau? Ben, projection sur Y, on voit très clairement que si on remplace Y par Y de t par 10, parce qu'on dit que la position finale c'est 10 mètres et la position initiale, donc le canon c'est 0, on voit que vu qu'il n'y a pas de vitesse initiale et que la position initiale c'est 0, c'est juste 10 égale 1 demi de gt au carré. Et puis si on isole le t, on trouve environ 1,4 secondes. Maintenant sur l'axe des X, à quelle distance du bateau est-ce que la boule elle tombe? On fait juste vitesse fois le temps. 1,4 fois 50, ça nous donne 70 mètres. Maintenant, avec ces petits rappels, passons à la correction de TD. Question 1. La vitesse moyenne est vitesse instantanée. Graphe ci-dessous dans la position au cours du temps d'un objet se déplaçant le long de l'axe X. On peut affirmer que A, la vitesse moyenne entre 0 et 5 secondes est positive. Vrai ou faux? Bon, déjà, les formules qu'on va utiliser pour pas mal de ces exercices, c'est les formules de vitesse moyenne et vitesse instantanée, accélération moyenne, accélération instantanée. Entre vitesse moyenne et vitesse instantanée, la formule elle est identique et c'est la même chose avec l'accélération moyenne et l'accélération instantanée. C'est juste que vitesse moyenne, c'est des laps de temps plus grands et puis accélération moyenne, c'est aussi des laps de temps qui sont plus grands. Et puis vous voyez très clairement vitesse moyenne, position initiale, moins position finale, moins position initiale sur laps de temps. Et accélération moyenne, vitesse finale, moins vitesse initiale sur laps de temps. Vitesse moyenne entre 0 et 5 secondes positive, vrai ou faux? Ben ici et ici, qu'est-ce que je vois? Je vois que la variation de position, elle est positive. Donc oui, c'est vrai. Parce que euh, à 5 secondes, être à 2 mètres, et puis à 0 être à 0, ça fait une variation de position de plus de 2 mètres. Donc la variation reste positive. Ensuite, maintenant, la vitesse moyenne entre 0 et 14 secondes, elle est nulle. Vrai ou faux? Vrai aussi. Pourquoi? À 0 et à 14, ils sont exactement la même position. 0 et 0. 0 moins 0, ça fait 0. Donc vitesse de 0. La vitesse instantanée en t égale 3 secondes vaut 2 mètres par seconde. Vrai ou faux? Ici, on va dire que c'est faux. Pourquoi? Parce que simplement, vu que c'est position finale en position initiale ça vaut 0. Mais la position finale elle est négative. Donc on aura une vitesse qui est négative. Donc ça c'est faux.
Vitesse moyenne entre 8 et 10 secondes, donc entre ici et ici, vaut moins 2 mètres par seconde. Vrai ou faux? Donc on va prendre delta x sur delta t, qui nous donne à 8, je suis à 2. Euh, pardon, à 10, je suis à moins 2. Et à 8, je suis à 2. Donc moins 2 sur 10 delta t, donc 10 secondes moins 8 secondes, 2 secondes. Ce qui nous donne moins 4 sur 2. Oups, pardon. Euh, bon, et, bon. La gomme ne marche pas. Donc, juste, je vais les corriger, je vais mettre un petit moins 2 ici. Moins 4 sur 2, ce qui nous donne moins 2. Ok? Donc ça, c'est vrai. Maintenant, question 2. La signe de la vitesse dépend du référentiel choisi. Vrai ou faux? Vrai. Pourquoi? Parce que, imaginons, ça c'est le référentiel que je choisis. Ça c'est mon X. Ça c'est mon Y. Et j'ai mon objet. Ok, vu que la flèche elle est à droite, ma direction positive elle est à droite. Si mon objet part à droite, il aura une vitesse positive. Si mon objet part à gauche, vitesse négative. Tout dépend de qu'est-ce que. Et puis, mais pourquoi est-ce que donc la signe de la vitesse dépend du référentiel choisi? Parce que c'est moi qui ai choisi le référentiel, c'est moi qui ai choisi de mettre le positif à droite. Donc oui, le signe de l'accélération dépend du référentiel choisi. C'est exactement la même logique, mais on remplace la vitesse par l'accélération. Si le vecteur accélération il est à droite, positif. S'il est à gauche, négatif. Dans le cas où moi je choisis que les x positifs c'est à droite. Si j'ai mis x positif à gauche, ça aurait été l'inverse. Vitesse négative indique le ralentissement de l'objet. Ça c'est faux. Pourquoi? Parce que un ralentissement implique une diminution de la vitesse, pas une vitesse négative. Une vitesse négative implique juste que l'objet se déplace dans le sens opposé de ce que moi j'ai déterminé comme le sens positif. Une accélération négative indique le ralentissement de l'objet, ça c'est vrai. Imaginons ça c'est mon V positif et ça c'est mon accélération que je vais faire subir, pardon, que je vais faire subir à mon objet vu que l'accélération est dans l'autre sens des x, il est négatif. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diminuer la vitesse. Donc ici la réponse est vrai, vrai, faux, vrai. Euh, Page d'après. Deux voitures initialement séparées par une distance de 1500 mètres se dirigent l'une vers l'autre avec mouvement acté uniforme. Les vitesses ont respectivement une norme de 60 mètres par seconde et 40 mètres par seconde par rapport à la route. Donc combien de temps est-ce que les voitures vont se rencontrer? Souvent avec des questions comme ça, bon là on reste dans le tout début de physique, donc le schéma va rester un peu plus simple par rapport à ce qu'on va faire pendant l'année. Mais quand on arrive à une question, c'est toujours une bonne idée de faire un schéma pour éviter de faire des erreurs ou juste éviter d'assumer quelque chose, estimer que c'est vrai et en fait c'est faux parce qu'on n'a juste pas bien schématisé les choses. Je dessine ici. Ici j'ai ma voiture qui roule à V égale 60. J'ai mon autre voiture ici qui roule à V égale 40. V1, V2, mètres par seconde, mètres par seconde. Et puis qu'est-ce qu'il y a? D est égal à 1500 mètres. Il faut toujours mettre les unités. Ok? Et puis ici,
Bon, ici, pour simplifier la vie, je ne vais pas aller dans le positif et le négatif pour le référentiel, mais si vous voulez, vous pouvez le faire. Mais juste, la distance, la distance que par exemple la voiture V1 va traverser dans le temps t, c'est la même distance que V2 va traverser dans le temps t, parce que vu que c'est le même temps, mais vu que ils sont séparés de 1500 mètres, et puis ils vont à des vitesses différentes, et quand ils se rencontrent, la distance totale traversée, ça sera 1500. Donc, ça sera 1500 moins V2 fois t. Pourquoi? Parce que si ils commencent avec une distance séparée de 1500 mètres, ici, quand ils vont se croiser, la distance totale traversée entre les deux voitures combinées, ce sera aussi 1500 mètres. Et puis ici, on a qu'à à remplacer par les valeurs. Donc, ou sinon, on peut juste isoler t. Euh, on peut juste, comment est-ce qu'on isole t ici? Ben, V1 t plus V2 t est égal à 1500. Je peux factoriser par t, donc t fois V1 plus V2 est égal à 1500. T est égal à 1500 divisé par V1 plus V2. Ici, ce qui me donne 1500 sur 100. Et puis, bah ça me donne un résultat de 15 secondes. Maintenant, 4. K'. K' de physique, souvent c'est des questions théoriques ou des questions mélangées théorie-calcul. Ici, pour la première série, on a un K' purement théorique. Une balle est lancée vers le haut avec un angle de 45 degrés. Puis retombe sur le sol. Vx est la composante horizontale, Vy la composante verticale. On peut affirmer que Vx et Vy sont correctement décrits par ces quatre graphiques-là. A, B, C, D. Prenons chaque graphique un par un. Comme l'exemple du canon, on a vu que si on néglige les frottements, ce qui est le cas ici, parce qu'on ne nous a pas dit qu'on compte les frottements, euh, Vx reste constante et Vy varie selon la gravitation. Euh, Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, est-ce que Graphica, c'est déjà faux? Et pourquoi? Parce que c'est Vx et ça varie. Déjà faux. Graphique B. Vx est vrai parce que Vx est vrai parce que elle est constante. Graphique C. Vrai ou faux? Faux. Pourquoi? Parce que même si on lance la balle, quand je lance la balle comme ça vers le haut, et avec un Vy, et ensuite la balle elle fait sa parabole, puis elle va retomber avec on va dire un Vy2, ok? Qu'est-ce qui se passe ici? Je lance avec un Vy positif. Donc ça, c'est respecté. Avec la gravitation qui va dans le sens négatif, qui va dans le sens inverse, du référentiel choisi, imaginons que ça c'est mon Y et ça c'est mon X. Ok? Avec ça c'est un angle de 45 degrés. Euh, Imaginons mon VY initial il est positif parce qu'il va dans le sens des Y. Mais il subit une accélération négative, donc Vy va du positif vers le négatif. Vy baisse en gros. Ça c'est respecté jusqu'à ici. Ici, c'est le sommet. On sait tous qu'au sommet, la vitesse, ça vaut zéro. Ok? Mais ensuite, une fois que ça vaut zéro, elle commence à accélérer vers le bas. Mais la Vy ne monte pas. Pourquoi? Parce que la vitesse, elle est dans le sens inverse de mon référentiel choisi. Vy ne monte pas, il descend. Et c'est pour ça que la graphique D, elle est correcte et la graphique C, elle est fausse.
5. Le chute d'une pierre. Qu'est-ce que j'ai ici? On laisse tomber une pierre d'une hauteur de 20 mètres. Donc je dessine ma petite pierre ici, 20 mètres. Ça c'est le sol. Et puis il tombe comme ça. On néglige les frottements, on se demande combien de temps elle chute avant de toucher le sol. On considère l'accélération gravitationnelle G égale à 9,81 mètres par seconde au carré. Ici, qu'est-ce qui se passe? Si, si j'utilise maintenant les formules de mouvement uniformément accéléré, j'en ai deux. Une, c'est la variation de vitesse, et c'est juste vitesse initiale plus accélération fois variation de temps. L'autre, c'est la variation de la position. Position 0 plus V0 fois laps du temps, plus une demi de A fois laps de temps au carré. Ici, on n'a pas besoin de calculer la vitesse, on a besoin de calculer le temps pour traverser une distance. Donc, on va plutôt utiliser l'autre formule. On peut le simplifier, on peut dire que ça, c'est position, on peut dire que ça, c'est position 0, et ça, c'est position 20 mètres. Pour simplifier, comme j'ai dit, vu qu'on choisit le référentiel, on peut choisir le référentiel qui nous convient le mieux. Ici, pour éviter de faire des erreurs avec les plus et le moins, j'ai choisi de mettre la position initiale comme 0 et la position finale comme 20 mètres. Donc avec un position initiale qui vaut 0, et 0, ça vaut 0. Vu qu'on laisse tomber la pierre, V0, ça vaut aussi 0. Donc V0 fois le temps, ça vaut 0. Donc j'ai quoi? J'ai 20 mètres est égal à une demi de A, donc fois 9,81 fois delta T au carré. Si j'isole delta T au carré, on aurait, ça sera 20 sur une demi fois 9,81 et delta T, c'est juste la racine de 20 sur une demi fois 9,81. Et puis si je remplace par toutes les chiffres, si maintenant je mets ces chiffres dans la calculatrice, je suis censé trouver à peu près 2 secondes. Si vous n'avez pas de calculatrice, la manière la plus simple de faire, c'est juste 9,80 c'est environ 10, une demi de 9,81, alors c'est genre environ 5, 20 sur 5 ça fait environ 4, racine de 4 c'est 2. Parce que, et la raison pour laquelle je vous précise ça, c'est parce que souvent vous allez voir que dans les QCM de physique, vous allez trouver une valeur, mais ce n'est pas exactement la valeur qui est marquée dans les réponses. C'est souvent une valeur qui est un peu arrondie ou vraiment très proche, mais c'est pas exactement la valeur exacte. Moi, en tout cas, en tant qu'élève, au début, ça m'a massivement déstabilisé. Jusqu'à ce que je me suis rendu compte que ce qui compte, c'est pas forcément la valeur exacte, mais comment est-ce que j'arrive à faire les calculs pour réussir à trouver une valeur qui est similaire. 6. L'oiseau et sa proie. L'oiseau vole à une altitude de 50 mètres au-dessus du sol et voit une souris juste en dessous de lui. Elle se déplace dans la même direction que lui à une vitesse de v égale 2 mètres par seconde. L'oiseau plonge vers le sol avec un angle θ par rapport à l'horizontale et une vitesse constante de norme v. En 5 secondes, l'oiseau attrape. On peut affirmer que, et maintenant ici il faut trouver l'angle et la vitesse. Ici je dois utiliser les mêmes formules mais je dois aussi faire un rappel mathématique de la trigonométrie. Mais déjà, je vais faire un schéma pour éviter que je fasse d'erreur. Ok? Ici on va dire que j'ai l'aigle. Sur le sol, j'ai mon souris. Entre les deux, on a 50 mètres. Euh, Ici, le souris, il est aussi en train d'avancer à une vitesse de v égale 2 mètres par seconde. Et puis il avance pendant 5 secondes. Donc ici, le d, ça vaut 10 secondes. Ça, c'est un schéma pour représenter ce que j'ai ici. Mais qu'est-ce que je vois? Ici, j'ai un triangle rectangle et ici, j'aurai mon angle θ. Maintenant, comment est-ce que je trouve l'angle et la distance qui est traversée? Ben, comme je dis, un rappel mathématique. Ici, maintenant, je vais refaire le schéma, mais je vais remplacer par des valeurs. Ici, j'ai mon angle droit. Ici, j'ai θ. Ici, j'ai 50 mètres. Ici, j'ai
10 mètres. Alors, qu'est-ce que je fais? Déjà, comment est-ce que je trouve la distance parcourue par l'oiseau? Bon, il traverse cette distance x. Sauf que x ici, c'est l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Donc la valeur de x avec la loi de l'hypoténuse, c'est juste racine de 50 au carré plus 10 au carré, qui nous donne environ 51. Maintenant, on sait que l'oiseau le traverse en 5 secondes. Donc, sa vitesse à lui, que je vais nommer V2, ça sera 51 sur 5. Ce qui me donne, sur la calculatrice environ 10,2. Déjà, juste avec la vitesse, je peux éliminer l'option B, l'option D et l'option E. Maintenant, quand est-ce que je trouve l'angle θ? Ben, là aussi, on fait la trigonométrie. Euh, Déjà, pardon, c'est pas 51 mètres par seconde, c'est juste 51 mètres. L'angle θ, comment est-ce que je le fais? Ben, grâce aux trigonométries simples, je sais que sinus de θ, c'est opposé sur hypoténuse. Donc, ça sera 50 sur 51. Pour trouver θ, il faut juste faire sin moins 1, donc arc sin de 50 sur 51, qui nous donne environ 78,7. Donc ici, c'est la A. 7, un peu similaire à la question précédente, la pluie tombe verticalement à 10 mètres par seconde. Un tube est fixé sur un chariot se déplaçant horizontalement à 20 mètres par seconde. On cherche l'angle alpha que doit prendre le tube avec l'horizontale pour que l'eau rentre dans le tube sans toucher les parois. Ici, comment est-ce que je le fais? Ben, encore une fois, c'est une question similaire. Ici, on n'a pas besoin de faire de mouvement uniformément accéléré, même si on l'a mis comme rappel. Mais juste, je refais un triangle rectangle, mais sauf que cette fois-ci, je remplace les distances par les vecteurs vitesse. Imaginons le chariot, il traverse une seconde. Dans une seconde, l'eau aurait fait 10 mètres, parce que comme on le voit dans le schéma ici, le chariot aurait fait 20 mètres, et notre tube, il est comme ça. Et nous, on veut cet angle-là, θ. Maintenant, comment est-ce que je trouve θ? Bah, ici, trigonométrie simple encore, on utilise la tangente. Tangente est égale à opposé sur adjacent. Donc tangente de θ est égale à 10 sur 20. Que maintenant, je vais juste dire 0,5. 10 sur 20, c'est la moitié. Donc θ, c'est juste arctan ou tan moins 1, dépendant de votre calculatrice, de 0,5. Ce qui nous donne environ 26,56 degrés, donc environ 26,6. Maintenant 8. QCM K', lancer vertical. Même si je vous ai mis les formules pour, c'est surtout pour aider. On ne va pas faire des calculs ici, c'est un K' théorique. On lance un objet verticalement vers le haut avec une vitesse initiale V0. L'objet, après sa chute, revient parfaitement à sa position initiale. En négligeant le frottement de l'air, quelles affirmations suivantes sont correctes? Si on double la vitesse initiale, l'objet mettra 2 fois plus de temps pour atteindre sa hauteur maximale. Vrai ou faux? Vrai. Regardons la première formule ici. Ici, on va subir une accélération négative, mais vu que l'accélération reste constante, la vitesse évolue ou dévolue de manière constante. Donc, si je double la vitesse, par exemple, imagine l'accélération gravitationnelle, c'est 10 mètres par seconde, et je renvoie une vitesse de 20 mètres par seconde, pour le diminuer, je dois faire 2 secondes. Pour arriver à une vitesse nulle, je dois faire 2 secondes. Maintenant, si je le double à 40,
mètres par seconde à la lancée initiale et gravitation reste 10 mètres par seconde, je dois faire 4 secondes pour diminuer à la vitesse initiale. Vu que c'est un rapport de proportionnalité, si je double VI, je vais aussi doubler le lapsus de temps. B. Lorsque l'objet atteint sa hauteur maximale, il subit une accélération nulle. Faux. Vu qu'on le lance vers le haut, vu qu'on lance la balle vers le haut, il va toujours subir l'accélération G, qui est une accélération négative ou positive dépendant de mon référentiel. Mais l'accélération n'est pas nulle. Ce qui est nul, c'est la vitesse. Le temps que met l'objet pour atteindre sa hauteur maximale est le même que le temps qu'il met pour retomber au sol. Ben, vu que l'accélération reste constante dépendant de la vitesse avec laquelle je la lance, s'il met 5 secondes pour monter, il aurait que traverser une distance de 5 secondes avec cette accélération. Donc avec la même accélération, il va que prendre 5 secondes pour retomber. Donc il est vrai. Plus l'objet est lourd, moins il montera haut. Pourquoi est-ce que cette proposition elle est fausse? Simplement parce que quand on voit les formules de vitesse, à aucun moment la masse intervient. Tout dépend juste de ma vitesse et l'accélération. C'est tout. 9. Le référentiel. On a trois référentiels, S1, S2, S3, déplaçant sur une seule axe. Donc schéma. Ici j'ai mon S1, ici j'ai S2, ici j'ai S3. S2 se déplace à une vitesse de plus V par rapport à S1. S3 se déplace à plus de V par rapport à S1. L'objet est immobile dans le référentiel S2. Donc imagine, ici je dessine un petit objet, ok, je vais dessiner un autre mini-cube. Avec ce point-là, ça c'est mon objet. So, quelles seront les vitesses observées dans les référentiels S1 et S3? Donc maintenant, imagine, soit je mets mon œil ici, soit je mets mon œil ici. Maintenant, que je suis dans le référentiel S1 ou le référentiel S3. Comment est-ce que je vais percevoir la vitesse de S2? Pendant le référentiel S1, vu que S2 avance à une vitesse de plus V par rapport à S1, ben, il va clairement que voir si je me mets à la place de S1, je vais voir en plus V. Donc déjà, on peut éliminer C, D et E. C'est A ou B maintenant. Mais maintenant, donc comment est-ce que je termine entre A et B, lequel c'est? Je suis à plus de V en S3 et S2 il est à plus V. Maintenant, si je suis en S3 et je suis immobile et j'observe S2, ben déjà S2 va plus lentement que S3 selon l'axe et en plus il est derrière. Donc la distance entre S2 et S3 va continuer à augmenter et puis ça va augmenter à la vitesse de leur différence de vitesse. Mais vu que la distance augmente, ben on aurait l'impression que S2 concrètement il va derrière. Il va à l'arrière, même si on sait que même si on sait que c'est faux, on aurait l'impression que S2 va à l'arrière par rapport à nous, même s'il avance dans le même axe. Simplement parce que, vu que S2 avance à une vitesse plus lente que S3, ça veut dire que la distance avec le temps entre S2 et S3 va augmenter. Donc si je suis immobile en S3, j'aurais l'impression que S2 recule à une vitesse de combien? Et puis ça, c'est la différence entre 2V moins V, ça me donne V. Et puis le signe positif ou négatif, ben, ça sera négatif parce que j'aurai l'impression que S2 recule vu que S2 va plus lentement. Donc c'est pas la B, c'est la A. Maintenant 10, l'approfondissement du parabole. Euh, Déjà, je trouve que souvent les exercices d'approfondissement, je le trouve majoritairement un peu inutile. C'est vraiment pour ceux qui sont déterminés à comprendre à fond. Mais pour l'examen, vous avez vraiment pas besoin de faire les exercices d'approfondissement. C'est vraiment juste un plus pour améliorer votre compréhension. Mais c'est absolument pas nécessaire. Et puis, souvent, faites-le seulement si vous avez le temps. Et puis, vous avez la capacité mentale et émotionnelle de le faire sans être en burn-out. Euh, mais si je regarde juste cette question, une balle initialement au sol peut être lancée dans toutes les directions dans l'air. La norme de la vitesse initiale de la balle est considérée fixe avec une valeur V0 assignée. Le but de cet exercice est la détermination de la région de l'espace que la balle peut atteindre. La balle est considérée comme un point matériel et on prend l'origine des axes à la position initiale de la balle.
Pour des raisons de symétrie, on peut examiner la situation dans laquelle seulement une direction horizontale est accessible. On prend l'axe X sur cette ligne et on fixe arbitrairement un sens positif. On prend l'axe Y dans la direction verticale orientée vers le haut, donc l'accélération gravitationnelle est moins g. Avec ces conventions, le mouvement de la balle est décrit par deux coordonnées spatiales x et y, avec y plus grand que 0, car y plus petit que 0 est sous le sol, et on prend le temps t égale 0 quand la balle est lancée. Soit alpha l'angle de la vitesse initiale de la balle par rapport à l'axe x. Écrivez la loi horaire de la balle, c'est-à-dire sa position en fonction du temps xt et yt. Combinez les équations x et yt pour obtenir l'équation du trajectoire y de x en éliminant le temps t. L'équation contient le paramètre alpha. Considérez maintenant un objectif situé au point P des coordonnées avec yp plus grand ou égal à 0. Déterminez une équation pour l'angle du tir alpha p à choisir pour atteindre le point P avec la balle simple. Simplifiez l'équation en utilisant les identités tangente de alpha p est égal à sinus de alpha p sur cosinus de alpha p. Et 1 sur cos au carré de alpha p, c'est égal à 1 plus tan au carré de alpha p. Pour quelles conditions sur xp et yp plus grand que 0, l'équation pour alpha p, trouvée ci-dessus, a-t-elle des solutions réelles? Vous trouverez seulement les points xp et yp situés au-dessus d'une certaine courbe. Et puis, c'est eux qui donnent des solutions réelles pour tangente de alpha p. Cette courbe est une parabole appelée parabole de sûreté. Les points P au-dessus de la parabole de sûreté sont à l'abri de la balle. Alors ici, vous pouvez mettre en pause la vidéo si vous voulez et les lire, mais si vous voulez mon commentaire, les composantes horizontales et verticales, on les décompose en x, y, et puis on le suit selon la trigonométrie. En x, on met cosinus parce que c'est l'adjacent, en y, sinus parce que c'est l'opposé. Ici, et puis dans le cas du rectangle, l'adjacent elle est horizontal, l'opposé est vertical. On trouve une équation quelconque. Et puis ici, dans ce cas, voici l'équation que j'ai trouvée. En B, quand on combine x et y, on trouve cette équation-ci. Et puis, si vous voulez, vous pouvez lire comment le faire, puis essayer de le faire vous-même. Mais personnellement, pour l'examen, vous n'aurez jamais une question comme ça. Donc, personnellement, à mon avis, ça sert à rien en ayant fait l'examen. Et puis, et aussi maintenant pour le C, l'angle de tir à choisir pour atteindre le point P est déterminé par l'équation ci-dessous en remplaçant les x, y et alpha génériques avec xp, yp et alpha p. En utilisant aussi les identités trigonométriques données dans le texte, on peut décrire, voici les formules. Encore une fois, c'est juste un développement en utilisant les simplifications mathématiques que le professeur a données dans le TD, mais c'est vraiment pas nécessaire. Pour l'examen, il faut juste savoir comment utiliser sinus, cosinus, tangente. C'est toujours des triangles rectangles. Sinus, c'est égal à opposé sur hypoténuse. Cosinus est égal à adjacent sur hypoténuse. Et tangente est égal à opposé sur adjacent. C'est tout ce que vous avez à savoir niveau trigonométrique. Il ne faut pas chercher plus loin que ça. Pour le D, on n'a pas mis la courbe parce que ceux qui sont vraiment déterminés, ils peuvent le faire eux-mêmes. Comme ça, on ne donne pas la réponse directement. Et puis, voilà, encore une fois, c'est vraiment, à mon avis, c'est inutile. Vous pouvez mettre en pause la vidéo et le lire si vous voulez, mais à mon avis personnel, ça sert à rien. C'est totalement hors champ de donner des questions comme ça. Les questions de l'examen sont souvent extrêmement similaires aux questions des TD, donc il faut juste surtout travailler les QCM du TD. Merci pour regarder la vidéo et puis je vous verrai au prochain TD.